J'avais 20 ans lorsqu'ils m'ont rasé la tête pour la première fois. Ce n'était pas pour des raisons d'hygiène, ce n'était pas à cause d'une maladie. C'était parce que j'avais regardé un soldat allemand droit dans les yeux et que je n'avais pas détourné le visage quand il m'avait ordonné de baisser la tête. À cet instant, sans le savoir, j'avais signé ma propre condamnation. 3 jours plus tard, j'ai été traîné jusqu'au centre de la cour du camp, forcé de m'agenouiller dans la boue glacée de novembre pendant que 6 autres femmes observaient en silence. Les ciseaux étaient rouillés. Le soldat qui les tenait sentait le cognac bon marché et la sueur rance. Il a commencé par la nuque. Il tirait sur les mèches avec force avant de couper, comme si chaque mouvement devait faire mal. Lorsqu'il a terminé, j'ai passé ma main sur mon crâne et je n'ai senti que de la peau froide, rugueuse, exposée. J'ai regardé le sol et j'ai vu mes cheveux châtains éparpillés dans la flaque d'eau sale. C'était comme si on m'avait arraché mon identité et qu'on l'avait jetée à mes pieds. Mon nom est Maëlys Corvignon. J'ai 84 ans. Et pendant plus de 6 décennies, j'ai porté en silence quelque chose que le monde n'a jamais voulu entendre. Parce que le rituel du crâne rasé n'était pas seulement une humiliation. C'était un code, un marquage, un avertissement silencieux entre les soldats allemands indiquant que ces femmes étaient différentes, rebelles, dangereuses, et qu'elles méritaient donc un traitement spécial. Un traitement qui n'a jamais figuré dans les rapports officiels, qui n'a jamais été examiné lors des procès de Nuremberg, qui a disparu avec les registres brûlés dans les derniers jours de la guerre. J'ai été arrêté en mars 1943. Ma ville était petite, entourée de champs de blé et de vignobles que mon grand-père cultivait depuis des générations. Nous vivions près de Reims, dans la région de Champagne, où l'hiver est gris et où le silence pèse plus lourd que la neige. Lorsque les Allemands sont arrivés en 1940, ma mère m'avait dit de ne pas réagir, de baisser les yeux, de faire semblant que nous n'existions pas. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas accepter que des hommes en uniforme entrent chez nous sans frapper, fouillent nos armoires, mangeant notre pain, pendant que ma grand-mère pleurait cachée dans sa chambre. J'ai commencé à résister de petites manières. Je cachais des provisions qui devaient être livrées aux Allemands. Je faisais passer des messages entre voisins. J'aidais des familles juives à dissimuler de faux papiers sous les planches mal fixées de la grange. Rien de grandiose, rien d'héroïque. Juste de petits actes d'entêtement qui, pour moi, signifiaient que j'étais encore humaine. Jusqu'à ce que quelqu'un me dénonce. Je n'ai jamais su qui. Peut-être le boulanger qui vendait du pain aux Allemands. Peut-être la voisine qui voulait protéger ses propres enfants. Peut-être était-ce simplement la malchance. À l'aube du 18 mars, 4 soldats ont frappé à la porte de notre maison. Mon père a tenté de discuter. Il a dit que c'était une erreur, que je n'étais qu'une jeune fille. L'un d'eux l'a poussé contre le mur et a appuyé son fusil contre sa poitrine en criant en allemand. Ma mère a serré ma main et m'a murmuré que tout irait bien. Je savais qu'elle mentait. J'ai été emmenée avec 7 autres femmes de la région. Nous avons été transportés dans un camion militaire couvert d'une bâche, sans fenêtre, sans air. L'odeur était celle de la sueur, de l'urine et de la peur. Personne ne parlait. Nous respirions simplement. Après des heures sur la route, le camion s'est arrêté. Lorsque la bâche a été soulevée, j'ai vu des clôtures de fils barbelés, des tours de guet et un portail de fer avec des lettres que je n'ai pas pu lire dans l'obscurité. Nous sommes entrés en file indienne. Nous avons été enregistrés. Nom, âge, origine. Crime. Dans mon cas, il n'y avait pas de crime. Juste le mot rebelle écrit au crayon sur une fiche en papier brun. Durant les premiers jours, j'ai essayé de comprendre les règles. Nous nous réveillions avant l'aube. Nous formions des rangées dans la cour glacée pendant que les soldats comptaient nos têtes. Nous recevions une tasse de café fait avec de la racine torréfiée et une tranche de pain noir dur comme de la pierre. Ensuite, nous étions divisés en groupes de travail. Certaines allaient aux cuisines, d'autres cousaient des uniformes. Les plus fortes transportèrent du bois ou nettoyaient les latrines. Mais il y avait un groupe à part. Des femmes qui étaient appelées pendant la nuit. Des femmes qui revenaient avec le regard vide. Des femmes qui parfois ne revenaient pas. Il m'a fallu 2 semaines pour comprendre qu'elles avaient toutes quelque chose en commun. Elles avaient toutes le crâne rasé.
Le 23e jour, j'ai été convoqué. Un soldat est entré dans le baraquement où nous dormions et a crié mon nom. « Maëlys Corvignon, lève-toi, maintenant !» J'ai senti mon estomac se retourner. Les autres femmes ne m'ont pas regardé. C'était comme si j'avais déjà cessé d'exister. J'ai été conduite jusqu'à une petite pièce sans fenêtre, éclairée par une ampoule nue suspendue au plafond. Il y avait une chaise au centre, un seau d'eau sale dans le coin, et 3 hommes en uniforme allemand qui attendaient. Le plus âgé tenait des ciseaux dans sa main. Il m'a ordonné de m'asseoir. J'ai hésité. Il a répété l'ordre, plus fort. Je me suis assise. Il a saisi mes cheveux avec force, a tiré ma tête en arrière et a commencé à couper. Il n'y avait pas de miroir. Mais je sentais. Je sentais la froideur des lames qui touchaient dans ma peau. Je sentais les mèches tomber sur mes épaules, sur mes genoux, par terre. Je sentais le poids de quelque chose qu'on m'arrachait. Lorsqu'il a terminé, j'ai passé ma main sur ma tête et je ne me suis pas reconnue. L'un des soldats a ri. Il a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. Les autres ont ri aussi. J'ai été ramenée au baraquement, mais pas au même endroit. On m'a placée dans une section séparée, où toutes les femmes avaient la tête rasée. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Le crâne rasé n'était pas simplement une punition. C'était un marquage. Un code visuel qui permettait aux soldats d'identifier, à distance, quelles femmes étaient considérées comme rebelles, lesquelles étaient dangereuses, lesquelles pouvaient être traitées différemment. Nous avions des horaires différents pour tout. Nous nous réveillions plus tôt. Nous mangions moins. Nous étions appelés plus fréquemment pour des travaux pénibles. Et les vendredis soirs, des soldats entraient dans le baraquement et désignaient l'une d'entre nous. Cette femme se levait, enfilait un manteau fin et était emmenée dehors. Certaines revenaient avant l'aube. D'autres ne revenaient que des jours plus tard. Certaines ne sont jamais revenues. Dans le camp, personne n'en parlait ouvertement. Mais nous savions toutes. Nous savions qu'il se passait quelque chose au-delà des clôtures de barbelés. Quelque chose qui ne figurait pas dans les rapports officiels. Quelque chose que les Allemands cachaient même à leurs propres commandants. Et nous, les femmes au crâne rasé, nous étions le secret le mieux gardé de cet enfer. Les nuits étaient les pires. Le froid s'infiltrait par les fentes des planches de bois mal ajustées. Nous dormions serrés les unes contre les autres, non pas par affection, mais par nécessité. La chaleur humaine était la seule chose qui nous maintenait en vie. J'écoutais les respirations irrégulières autour de moi, les sanglots étouffés, les murmures de prières dans des langues que je ne connaissais pas, et je me demandais combien d'entre nous verraient le printemps, combien survivraient assez longtemps pour raconter ce qui se passait vraiment ici, combien de noms disparaîtraient simplement, rayés des registres, effacés de l'histoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, où que vous soyez, sachez que ce que je m'apprête à révéler est resté caché pendant plus de 6 décennies. Des documents ont disparu, des témoins sont morts. Mais la vérité ne s'efface pas. Elle attend simplement le bon moment pour émerger. Et si quelque chose en vous sent que cette histoire doit être entendue, laissez votre soutien maintenant. Dites-nous d'où vous nous regardez. Parce que des mémoires comme celle-ci ne survivent que lorsque quelqu'un refuse d'oublier. Le froid de novembre s'infiltrait dans chaque recoin du baraquement. Les planches de bois étaient si mal ajustées qu'on pouvait voir la lumière des projecteurs traverser les fentes pendant la nuit. Nous dormions serrés les unes contre les autres, non pas par affection, mais par nécessité. La chaleur humaine était la seule chose qui nous maintenait en vie. Je me souviens de la première femme que j'ai vue mourir dans ce baraquement. Elle s'appelait Simone. Elle avait 42 ans et venait de Lyon. Elle avait été arrêtée pour avoir caché des enfants juifs dans sa cave. Quand les Allemands l'ont découverte, ils ont tué les enfants devant elle avant de l'emmener. Simone ne parlait plus. Elle restait assise dans un coin, les yeux fixés sur le mur, les lèvres remuant sans émettre aucun son. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Son corps était glacé. Personne n'a pleuré. Nous n'avions plus de larmes. Les jours se ressemblaient tous. Réveil avant l'aube, appel dans la cour, comptage des têtes, distribution du pain noir et du café amer. Puis, le travail. Certaines d'entre nous étaient envoyées aux cuisines pour éplucher des pommes de terre pourries.
D'autres cousaient des uniformes dans des ateliers mal éclairés ou les aiguilles cassées entre nos doigts gelés. Les plus robustes transportaient du bois ou creusaient des fosses dans le sol gelé. Mais celles d'entre nous qui avaient le crâne rasé étaient souvent convoquées pour autre chose. On nous emmenait dans un bâtiment séparé, à l'écart du camp principal. Un bâtiment que les autres prisonnières appelaient simplement le bloc médical. Mais il n'y avait rien de médical là-dedans. La première fois qu'on m'y a emmené, c'était un mardi matin, 3 semaines après qu'on m'ait rasé la tête. Un soldat est entré dans le baraquement et a crié mon nom. Maëlys Corvignon, suis-moi, maintenant. J'ai senti mon cœur se serrer. Les autres femmes ont détourné le regard. C'était comme si j'étais déjà morte. Le soldat m'a conduite à travers la cour principale, puis derrière les baraquements, jusqu'à un bâtiment en béton gris entouré de barbelés. Il a ouvert une porte métallique et m'a poussée à l'intérieur. L'odeur m'a frappée immédiatement. Un mélange de désinfectants chimiques, de sueur froide et de quelque chose de plus sombre que je ne pouvais pas identifier. Il y avait un couloir étroit éclairé par des ampoules nues, des portes fermées de chaque côté, des voix étouffées derrière certaines d'entre elles. On m'a fait entrer dans une petite salle où se trouvaient 2 hommes en blouse blanche. Ils ne portaient pas d'insignes médicaux, pas de croix rouge, juste des blouses tachées et des instruments posés sur une table métallique. L'un d'eux m'a ordonné de m'asseoir sur une chaise. L'autre a pris des notes sur un bloc-notes. Ils m'ont posé des questions. Âge, poids, maladies antérieures, menstruation, grossesse. Je répondais mécaniquement, la voix tremblante. Ensuite, ils m'ont fait enlever ma veste, ont examiné mes bras, mon cou, mes jambes, ont pris ma tension artérielle, ont écouté mon cœur avec un stéthoscope froid. Puis l'un d'eux a sorti une seringue. J'ai eu un mouvement de recul. Il m'a attrapé le bras fermement et a planté l'aiguille dans ma veine sans prévenir. J'ai senti un liquide brûlant se répandre dans mon sang. Ils m'ont gardé là pendant 2 heures. Ont observé mes réactions. Ont pris d'autres notes. Puis ils m'ont renvoyé au baraquement sans explication. Ce soir-là, j'ai eu de la fièvre. Mon corps tremblait violemment. Une des femmes m'a donné un bout de tissu humide pour essuyer mon front. Mais elle n'a rien dit. Personne ne parlait de ce qui se passait dans le bloc médical. Parce que nous savions toutes que parler, c'était attirer l'attention. Et attirer l'attention, c'était mourir. Les semaines ont passé. J'ai été convoquée 4 fois de plus. À chaque fois, c'était différent. Parfois, ils prenaient juste du sang. Parfois, ils injectaient d'autres substances. Parfois, ils me faisaient rester debout pendant des heures sous une lumière aveuglante pour observer ma résistance. Je ne savais pas ce qu'ils cherchaient, mais je voyais les autres femmes autour de moi. Certaines perdaient leurs cheveux, même après qu'ils aient commencé à repousser. D'autres développèrent des plaies qui ne guérissaient jamais. Une femme nommée Hélène a commencé à saigner des gencives sans raison. 2 semaines plus tard, elle était morte. Les soldats ont dit que c'était une infection. Mais nous savions que c'était autre chose. Et puis, il y avait les nuits de vendredi. C'était le jour où les officiers supérieurs visitèrent le camp. Ils arrivaient en voiture noire, portant des uniformes impeccables, des bottes cirées qui brillaient sous les projecteurs. Ils inspectaient les baraquements, vérifiaient les registres, discutaient avec les commandants. Mais après minuit, quand le camp était silencieux, certains d'entre eux revenaient. Ils entraient dans notre baraquement, promenaient leurs lampes torches sur nos visages, pointaient du doigt. Cette femme, celle-là, amène-la. Les soldats obéissaient sans poser de questions. La femme désignée se levait lentement, enfilait son manteau fin et suivait. Nous restions allongés dans nos couchettes, les yeux ouverts dans l'obscurité, attendant qu'elle revienne. Parfois, elle revenait avant l'aube. Parfois, elle ne revenait que le lendemain. Et parfois, elle ne revenait jamais. Je me souviens de Marguerite. Elle avait 23 ans. Elle venait de Marseille. Elle avait été arrêtée parce qu'elle avait refusé de donner son nom à un soldat qui la harcelait dans la rue. Quand ils lui ont rasé la tête, elle a pleuré pendant 3 jours. Mais ensuite, elle s'est endurcie. Elle ne pleurait plus. Elle ne parlait plus. Elle existait à peine. Un vendredi soir, un officier l'a désignée. Elle s'est levée, sans un mot. Le lendemain matin, elle n'était pas revenue. 3 jours plus tard,
On a retrouvé son corps près des latrines. Les soldats ont dit qu'elle s'était suicidée, mais nous avons vu les marques sur son cou. Nous avons vu les ecchymoses sur ses bras. Nous savions ce qui s'était réellement passé. C'est pendant cette période que j'ai compris quelque chose de fondamental. Le crâne rasé n'était pas seulement une punition, c'était un système. Un système qui permettait aux soldats allemands d'identifier immédiatement quelle femme pouvait être exploitée sans conséquence, parce que nous étions déjà marqués comme rebelles, déjà considérés comme dangereuses, déjà invisibles aux yeux du reste du monde. Si nous disparaissions, personne ne poserait de questions. Si nous mourions, personne ne mènerait d'enquête. Nous étions des fantômes vivants dans un enfer bureaucratique où chaque violence était soigneusement dissimulée sous des rapports officiels et des registres falsifiés. Et c'est dans cet enfer que j'ai rencontré Friedrich Keller. Je l'ai vu pour la première fois un matin de décembre, alors que nous étions alignés dans la cour pour l'appel quotidien. Il se tenait légèrement en retrait des autres soldats, les mains derrière le dos, le regard fixé non pas sur nous, mais au-delà des barbelés, vers les champs enneigés qui s'étendaient à perte de vue. Il portait l'uniforme allemand, bien sûr. Mais quelque chose dans sa posture était différent. Il ne criait pas, ne frappait pas, ne souriait pas avec cette cruauté mécanique que j'avais appris à reconnaître chez les autres. Il semblait, simplement, absent. Les semaines ont passé avant que je ne reparle de lui. Mais je le remarquais. Il était souvent de garde près du bloc médical. Parfois, il escortait des prisonnières d'un bâtiment à l'autre. Il ne parlait jamais, ne regardait jamais directement dans les yeux. Mais il ne brutalisait personne non plus. Et dans un endroit où chaque geste, chaque mot, chaque regard pouvait signifier la mort, cette absence de violence était presque troublante. Un après-midi de janvier, j'ai été convoqué au bloc médical pour une nouvelle série de tests. Cette fois, c'était différent. Les deux hommes en blouse blanche n'étaient pas là. À leur place, il y avait un officier plus âgé, accompagné d'un jeune soldat que je ne connaissais pas. L'officier m'a ordonné de m'asseoir. Il a ouvert un dossier et a commencé à lire à voix haute. Mon nom, mon âge, la raison de mon arrestation. Puis il a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. Le jeune soldat a traduit. Il voulait savoir si j'avais des compétences particulières, si je savais lire, écrire, compter. J'ai hoché la tête. J'avais été institutrice avant la guerre. J'enseignais aux enfants dans une petite école de campagne près de Reims. L'officier a pris des notes, puis il m'a renvoyé. 2 jours plus tard, j'ai été retiré du travail manuel. On m'a assigné à un nouveau poste. Je devais classer des documents dans un bureau administratif situé près du bâtiment principal du camp. C'était un travail étrange. Je passais mes journées à trier des fiches, à recopier des listes de noms, à archiver des rapports que je ne comprenais pas toujours. Mais c'était à l'intérieur, à l'abri du froid. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus faim en permanence. On me donnait une ration légèrement supérieure parce que je travaillais pour l'administration. C'était une cruelle ironie. J'étais en train d'aider à organiser la machine qui nous détruisait. C'est dans ce bureau que j'ai revu Friedrich Keller. Il est entré un matin avec une pile de dossiers sous le bras. Il les a posés sur la table sans me regarder. Puis, il est reparti. Mais le lendemain, il est revenu. Cette fois, il a laissé tomber un morceau de pain enveloppé dans un tissu à côté des dossiers. Je l'ai regardé, surprise. Il n'a rien dit. N'a pas souri, a simplement quitté la pièce. J'ai attendu plusieurs minutes avant de toucher le pain. J'avais peur que ce soit un piège, mais j'avais trop faim pour résister. Je l'ai mangé rapidement en cachant les miettes dans ma poche. Les jours suivants, Friedrich a continué à venir. Toujours avec des dossiers, toujours avec quelque chose de caché dedans. Parfois du pain, parfois un morceau de fromage, une fois une pomme. Il ne parlait jamais. Ne me regardait jamais directement. Mais je comprenais. Il essayait de m'aider. Et cela, dans ce lieu, était une forme de folie. Un soir, alors que je travaillais tard dans le bureau, il est entré et a fermé la porte derrière lui. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis levée instinctivement, prête à fuir. Mais il a levé la main dans un geste apaisant. Puis il a parlé. En français. Avec un accent allemand prononcé, mais en français. Il a dit qu'il savait qui j'étais, qu'il avait lu mon dossier,
qu'il savait pourquoi j'avais été arrêtée, et qu'il trouvait cela injuste. J'ai eu envie de rire. Injuste. Comme si ce mot avait encore un sens dans cet endroit. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, attendant la suite. Il a continué. Il m'a dit qu'il était le fils d'un général de haut rang, que sa famille avait des relations puissantes, mais qu'il n'avait jamais voulu cette guerre, qu'il avait été enrôlé malgré lui, qu'il détestait ce qu'il voyait chaque jour. Je l'ai interrompu. Je lui ai demandé pourquoi il me disait tout cela, pourquoi il prenait ce risque. Il a hésité, puis il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit qu'il avait besoin de croire qu'il existait encore une part d'humanité en lui, et que m'aider, c'était sa façon de la préserver. À partir de ce moment, quelque chose a changé entre nous. Ce n'était pas de l'amitié. Pas encore. C'était une forme de compréhension silencieuse. Il continuait à venir au bureau, continuait à laisser de la nourriture. Mais maintenant, il restait parfois quelques minutes de plus. Il me posait des questions. Sur ma vie avant la guerre, sur ma famille, sur ce que je comptais faire si je survivais. Et moi, malgré toute la méfiance que j'avais accumulée, je répondais. Parce que parler, c'était me rappeler que j'existais encore. Mais cette relation, aussi fragile soit-elle, était extrêmement dangereuse. Les autres soldats commençaient à remarquer que Friedrich passait du temps dans ce bureau, que j'avais meilleure mine que les autres prisonnières, que mon crâne rasé commençait à repousser avec des cheveux plus épais. Un jour, un officier est entré brusquement dans le bureau et m'a regardé avec suspicion. Il a demandé ce que je faisais là. Friedrich est intervenu. Il a dit que j'étais une travailleuse efficace, que j'avais des compétences utiles. L'officier a grogné quelque chose en allemand et est reparti. Mais le message était clair. Nous étions surveillés. C'est à cette période que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qui se passait dans ce camp. En classant les documents, j'ai découvert des listes de femmes transférées vers d'autres camps, des listes de femmes décédées, des listes de femmes disparues sans explication. Toutes avaient une chose en commune. Elles avaient toutes eu le crâne rasé à un moment donné. J'ai commencé à croiser des informations, à comparer les dates, à reconstituer un schéma, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le rituel du crâne rasé n'était pas seulement une humiliation, c'était une sélection. Les femmes marquées ainsi étaient utilisées pour des expériences médicales, pour des tests de résistance, pour satisfaire les pulsions des officiers supérieurs. Et quand elles devenaient trop faibles, trop malades ou trop dangereuses, elles étaient simplement éliminées. Les rapports étaient falsifiés, les causes de décès inventées, les corps enterrés dans des fosses communes sans nom. Et personne, absolument personne, ne posait de questions. J'ai montré ces documents à Friedrich un soir. Il est devenu pâle. Il a dit qu'il savait que des choses horribles se passaient, mais qu'il n'avait jamais imaginé l'ampleur du système. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Il a secoué la tête. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire, que s'il dénonçait quoi que ce soit, il serait exécuté, que sa famille serait déshonorée, que cela ne changerait rien. J'ai senti la colère monter en moi. Je lui ai dit qu'il était complice, qu'il portait cet uniforme, qu'il obéissait aux ordres, qu'il était aussi coupable que les autres. Il n'a pas répondu. Il est simplement parti. Pendant 3 jours, il n'est pas revenu au bureau. Et pendant ces 3 jours, j'ai cru qu'il m'avait abandonné. Mais le 4e jour, il est réapparu, avec quelque chose dans les mains. Un document officiel, un ordre de transfert, à mon nom. Il avait falsifié ma fiche, changé ma classification, fait en sorte que je sois transféré vers un camp de travail plus petit, moins surveillé, près de la frontière suisse. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas sauver toutes les femmes, mais qu'il pouvait me sauver, moi, et que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le transfert a eu lieu par une nuit de mars 1944. Nous étions 10 femmes entassées dans un camion militaire. Personne ne savait où nous allions. Certaines pensaient que c'était la fin, que nous allions être exécutées dans une forêt isolée et enterrées dans une fosse. Mais moi, je savais. Friedrich m'avait glissé un mot la veille. 3 lignes écrites à la hâte sur un bout de papier froissé. Il disait de ne pas avoir peur, que ce transfert était réel, que j'allais survivre, et qu'un jour, peut-être, nous nous reverrions. Le nouveau camp était différent,
plus petit, moins de soldats, moins de violence visible. Mais la mort était toujours là, juste sous la surface. Nous travaillions dans une usine qui fabriquait des pièces pour des avions. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, les mains coupées par le métal, les poumons remplis de poussière. Mais au moins, nous n'étions plus marqués. Dans ce camp, personne ne regardait nos cheveux. Personne ne nous appelait rebelles. Nous étions juste des ouvrières anonymes dans une machine de guerre qui commençait à s'effondrer. Parce que la guerre changeait, nous le sentions. Les soldats étaient plus nerveux. Les rations diminuaient. Les bombardements alliés se rapprochaient. Certaines nuits, nous entendions les explosions au loin. Nous prions pour que les bombes tombent sur nous. Parce que mourir sous les bombes alliées, c'était au moins mourir libre. Les mois ont passé. L'hiver 1944 a été terrible. Le froid tuait plus que les gardes. Chaque matin, nous trouvions des corps gelés dans les baraquements. Les soldats ne prenaient même plus la peine de les enterrer. Ils les empilaient simplement derrière les bâtiments, attendant que le sol dégèle pour creuser des fosses. Et puis, en avril 1945, tout s'est accéléré. Les gardes ont commencé à brûler des documents, à détruire des registres, à effacer toute trace de ce qui s'était passé. Nous savions que la fin était proche, mais nous ne savions pas si nous serions encore en vie pour la voir. Un matin, les soldats ont disparu. Tous. Ils avaient fui pendant la nuit, abandonnant le camp, les prisonnières, les cadavres. Nous sommes restés là, debout dans la cour, incapables de comprendre ce qui se passait. Puis nous avons entendu les chars. Les soldats américains sont arrivés 2 heures plus tard. Ils ont ouvert les portes, nous ont regardés avec des yeux horrifiés. On commençait à distribuer de la nourriture, des couvertures, des soins médicaux. Mais beaucoup d'entre nous étaient trop faibles, trop malades, trop brisés. 63 femmes sont mortes dans les semaines qui ont suivi la libération. Leurs corps n'ont pas supporté la nourriture. Leurs cœurs n'ont pas supporté la liberté. Moi, j'ai survécu. Mais je ne savais pas quoi faire de cette survie. Je n'avais plus de maison, plus de famille. Ma mère était morte pendant un bombardement en 1944. Mon père avait été fusillé par les Allemands pour avoir caché des armes. Ma petite sœur avait disparu. Je suis retourné à Reims. Mais la ville n'existait plus. Les rues que je connaissais avaient été détruites. Les maisons réduites en gravats. Les gens que je croisais étaient des fantômes, comme moi. Nous marchions dans les ruines, cherchant quelque chose à quoi nous raccrocher. Mais il n'y avait rien. C'est pendant cette période que Friedrich m'a retrouvé. Je ne sais toujours pas comment il a su où j'étais. Peut-être avait-il des contacts, peut-être avait-il simplement cherché. Il est apparu un soir, devant l'abri où je dormais. Il portait des vêtements civils. Il avait vieilli de 10 ans en 1 an. Il m'a dit qu'il avait déserté, que sa famille avait été arrêtée après la capitulation allemande, que son père avait été jugé à Nuremberg et condamné à mort, que lui-même était recherché, qu'il ne pouvait plus retourner en Allemagne. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait le repousser, lui dire qu'il n'avait pas le droit de venir chercher du réconfort chez moi, qu'il portait encore l'uniforme de ceux qui m'avaient détruite. Mais une autre partie de moi, plus profonde, plus fatiguée, savait que nous étions tous les deux perdus, que nous étions tous les deux des survivants d'un monde qui n'existait plus. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Au début, c'était juste pour parler, pour partager ce poids que personne d'autre ne pouvait comprendre. Puis, lentement, quelque chose d'autre est né, pas de l'amour, pas encore, mais une forme de nécessité mutuelle. Nous nous accrochions l'un à l'autre parce que nous n'avions plus personne d'autre. En 1947, nous avons quitté la France. Nous avons traversé la Suisse sous de faux noms. Nous nous sommes installés dans un village isolé près de la frontière italienne. Là, nous avons essayé de construire une vie. Nous avons ouvert une petite librairie. Nous vivions discrètement, sans attirer l'attention, sans jamais parler du passé. Les gens du village pensaient que nous étions un couple ordinaire, des réfugiés de guerre, comme tant d'autres. Ils ne posaient pas de questions. Nous ne donnions pas de réponses. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Il reste là, tapi dans l'ombre, attendant le bon moment pour ressurgir.
Friedrich faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Il se réveillait en sueur, criant en allemand. Je le tenais contre moi jusqu'à ce qu'il se calme. Mais je savais que quelque chose en lui était irrémédiablement brisé. Moi aussi j'étais brisé. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Les expériences médicales dans le camp avaient détruit quelque chose en moi. Nous ne parlions jamais de cela. Mais le silence entre nous était rempli de tout ce que nous avions perdu. Friedrich est mort en 1987. Une crise cardiaque. Rapide, sans douleur, m'a dit le médecin. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Il était mort lentement, pendant 42 ans, rongé par la culpabilité et les souvenirs. Après sa mort, je suis resté seul dans cette maison, pendant 22 ans, sans parler à personne de ce que nous avions vécu, jusqu'à ce qu'un jeune historien vienne frapper à ma porte. Il s'appelait Thomas. Il avait 32 ans. Il travaillait sur une thèse sur les camps de concentration oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Il avait retrouvé mon nom dans des archives récemment déclassifiées, des documents qui mentionnaient le rituel du crâne rasé, des listes de femmes disparues, des rapports médicaux falsifiés. Il voulait savoir si j'acceptais de témoigner. J'ai d'abord refusé. Je lui ai dit que le passé devait rester enterré, que personne ne voulait entendre ces histoires, que le monde avait tourné la page. Mais il est revenu, encore et encore. Pendant 6 mois, il est venu chaque semaine, avec des questions, avec des documents, avec une patience infinie. Et finalement, j'ai cédé. Nous avons enregistré 12 heures de témoignages. J'ai tout raconté. Le camp, les expériences, les nuits de vendredi, les femmes disparues, Friedrich, notre fuite, notre vie cachée. Tout. Thomas a transcrit chaque mot, a vérifié chaque détail, a croisé mes souvenirs avec les archives historiques. Et il a découvert quelque chose que même moi, je ne savais pas. Le rituel du crâne rasé n'était pas limité à un seul camp. C'était un système mis en place dans au moins 7 camps différents à travers la France occupée et l'Allemagne. Un système coordonné, organisé, documenté. Mais après la guerre, presque tous les documents avaient été détruits. Les témoins éliminés. Les officiers responsables jamais jugés. Parce que ces femmes n'avaient pas de valeur. Elles n'étaient pas juives, pas politiques, pas célèbres. Elles étaient juste rebelles. Et les rebelles, dans l'histoire officielle, ne comptaient pas. Thomas a publié sa thèse en 2009. Elle a fait peu de bruit. Quelques articles dans des revues spécialisées, une mention dans un documentaire diffusé tard le soir. Mais rien de plus, parce que le monde ne voulait pas entendre. Parce que ces histoires dérangeaient. Parce qu'elle montrait que l'horreur n'était pas seulement dans les chambres à gaz. Elle était aussi dans les petites cruautés quotidiennes, dans les humiliations systématiques, dans les viols organisés, dans les expériences médicales non documentées, dans toutes ces violences qui ne laissaient pas de traces photographiques, pas de preuves irréfutables, juste des corps brisés et des mémoires traumatisées. Je suis morte en 2014. J'avais 91 ans. Les dernières années de ma vie, je les ai passées dans cette petite maison, entourée de livres et de souvenirs. Thomas venait me voir régulièrement. Il me tenait au courant de ses recherches. Il me disait que d'autres témoignages émergeaient, que d'autres femmes aussi âgées que moi acceptaient enfin de parler, que l'histoire, lentement, commençait à reconnaître ce qui nous était arrivé. Mais je savais que ce serait trop tard pour la plupart d'entre nous. Trop tard pour Simone, pour Marguerite, pour Hélène, pour toutes celles qui n'avaient jamais eu la chance de raconter. Aujourd'hui, si vous écoutez mon témoignage, c'est parce que Thomas a continué. Parce qu'il a refusé d'oublier. Parce qu'il a compris que l'histoire ne se limite pas aux grands noms et aux grandes batailles. Elle se cache aussi dans les détails, dans les rituels oubliés, dans les souffrances anonymes, dans les vies brisées de femmes dont personne n'a jamais voulu entendre les voix. Le crâne rasé n'était pas seulement une humiliation, c'était une annihilation, une façon de nous dire que nous n'étions plus humaines, que nous n'avions plus de dignité, que nous pouvions être utilisées, exploitées, détruites sans conséquence. Et pendant des décennies, cette vérité est restée enfouie. Mais les vérités ont cette particularité. Elles finissent toujours par remonter à la surface, même 70 ans plus tard. Même quand tous les témoins sont morts, même quand les coupables ne peuvent plus être jugés.
Parce que la mémoire collective a besoin de ces histoires. Pour comprendre, pour ne pas répéter, pour honorer celles qui ont souffert dans le silence. Je ne sais pas si mon témoignage changera quelque chose. Je ne sais pas si les gens se souviendront de mon nom. Mais je sais une chose. Tant qu'il restera une voix pour raconter, une oreille pour écouter, une mémoire pour transmettre, ces femmes ne seront pas totalement oubliées. Et c'est peut-être la seule victoire que nous pouvions espérer. Ne pas disparaître complètement, ne pas être effacé de l'histoire, exister, ne serait-ce qu'à travers ces mots, dans la conscience de ceux qui viendront après nous. Mon nom est Maëlys Corvignon. J'ai vécu, j'ai souffert, j'ai survécu. Et maintenant, ma voix traverse le temps pour vous rappeler que derrière chaque grande tragédie historique, il y a des milliers de petites tragédies individuelles. Des femmes au crâne rasé, des hommes brisés par la culpabilité, des vies détruites par des systèmes qui ne laissaient aucune trace. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. L'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs, elle appartient aussi aux oubliés, aux invisibles, à celles et ceux qui ont survécu juste assez longtemps pour témoigner. Et aujourd'hui, 70 ans après cette nuit de mars 1943 où on m'a arraché mes cheveux et mon humanité, je témoigne. Non pas pour moi, mais pour toutes celles qui ne l'ont jamais pu, pour que leur silence ne soit pas éternel, pour que leur douleur ne soit pas vaine, pour que, quelque part, dans la mémoire collective de l'humanité, il reste une trace de ce qu'elles ont enduré, et de ce que nous avons tous perdu quand nous avons choisi de ne pas les voir. Ceci est l'histoire de Maëlys Corvignon, une femme qui a survécu à l'impensable, qui a porté pendant 64 ans le poids d'un secret que le monde a préféré ne pas entendre, qui a vu son identité arrachée en même temps que ses cheveux, qui a été marquée, humiliée, torturée, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Sa voix traverse le temps aujourd'hui, non par vengeance, mais par mémoire, parce qu'il existe des vérités qui ne peuvent pas être enterrées pour toujours. Et il existe des histoires qui méritent d'être racontées, même lorsqu'elles font mal. Le rituel du crâne rasé n'était pas seulement une forme de punition, c'était une manière systématique d'effacer l'humanité de ces femmes, de les transformer en objets, de dissimuler, derrière des rapports falsifiés et des registres brûlés, les violences qu'aucun tribunal n'a jamais jugées. Maëlys n'était pas la seule. Elles étaient des centaines, peut-être des milliers. Des femmes dont les noms ont disparu, dont les voix ont été réduites au silence, dont les morts n'ont jamais été enquêtées. Et pendant des décennies, le monde a continué d'avancer, ignorant que, derrière les grandes horreurs documentées de la Seconde Guerre mondiale, existaient ces petites horreurs quotidiennes qui ont brisé des vies entières. Aujourd'hui, vous avez entendu le témoignage d'une survivante. Vous êtes entré, pendant quelques minutes, dans l'enfer qu'elle a vécu. Vous avez ressenti, même à distance, le froid de ce baraquement, la peur de ces nuits, la douleur de ce rituel brutal. Et maintenant, vous portez cette mémoire aussi, parce que des histoires comme celle-ci n'existent pas seulement pour informer. Elles existent pour transformer, pour nous rappeler que l'histoire n'est pas faite seulement de grandes batailles et de noms célèbres. Elle est faite de millions de vies anonymes qui ont été écrasées, oubliées, effacées. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, si elle a éveillé en vous le besoin que ces voix ne soient pas oubliées, alors faites partie de cette mémoire collective. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, partagez ce documentaire avec des personnes qui ont besoin d'entendre. Parce que chaque vue, chaque commentaire, chaque partage est une façon de garantir que Maëlys et toutes les femmes comme elle ne disparaissent pas complètement de l'histoire. Laissez un commentaire maintenant. Dites-nous d'où vous nous regardez. Dites ce que cette histoire a éveillé en vous. Partagez votre réflexion, votre émotion, votre indignation. Parce que lorsque vous commentez, lorsque vous réagissez, vous dites au monde que ces vies comptent, que ces douleurs n'ont pas été vaines, que la mémoire de ces femmes mérite d'être préservée, et que vous, aujourd'hui, choisissez de faire partie de ceux qui refusent d'oublier. Cette chaîne existe pour mettre en lumière des histoires qui ont été enterrées, des témoignages qui ont été réduits au silence, des vérités qui ont été cachées pendant des décennies.
Chaque vidéo que nous produisons est un acte de résistance contre l'oubli. Un effort pour garantir que les victimes de l'histoire aient, enfin, leur voix entendue. Mais cela n'est possible qu'avec le soutien de personnes comme vous. Des personnes qui comprennent que l'histoire n'appartient pas seulement aux livres, elle nous appartient à tous. Maëlys est morte en 2014, à l'âge de 91 ans. Mais son histoire reste vivante. Parce que vous l'avez entendue aujourd'hui. Parce que vous, maintenant, pouvez la transmettre. Vous pouvez garantir que la prochaine génération sache ce qui s'est passé. Qu'elle comprenne la profondeur de la cruauté humaine, mais aussi la force de la survie. Qu'elle apprenne que même dans les moments les plus sombres, il existe des personnes qui résistent, qui témoignent, qui refusent d'être effacées. Alors, avant de fermer cette vidéo, faites une pause. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Pensez aux femmes au crâne rasé qui n'ont jamais eu la chance de raconter leurs histoires. Pensez à Maëlys, qui a attendu 64 ans pour enfin parler. Et demandez-vous, que ferais-je de cette mémoire? Vais-je la laisser disparaître dans l'oubli? Ou vais-je l'honorer en la partageant, en la préservant, en garantissant qu'elle ne soit plus jamais réduite au silence? Le choix vous appartient. Mais sachez que chaque action compte. Chaque voix a son importance. Et ensemble, nous pouvons garantir que ces histoires ne soient jamais oubliées.